Livre 2, les opinions et les croyances des foules. Chapitre 1, facteurs lointains des croyances et opinions des foules. Nous venons d'étudier la constitution mentale des foules. Nous connaissons leur façon de sentir, de penser, de raisonner. Examinons maintenant comment naissent et s'établissent leurs opinions et leurs croyances. Les facteurs qui déterminent ces opinions et ces croyances sont de deux ordres, les facteurs lointains et les facteurs immédiats. Les facteurs lointains rendent les foules capables d'adopter certaines convictions et incapables de se laisser pénétrer par d'autres. Ils préparent le terrain où l'on voit germer tout à coup des idées nouvelles, dont la force et les résultats étonnent, mais qui n'ont de spontané que l'apparence. L'explosion et la mise en œuvre de certaines idées chez les foules présentent quelquefois une soudaineté foudroyante. Ce n'est là qu'un effet superficiel derrière lequel on doit chercher tout au long un travail antérieur. Les facteurs immédiats sont ceux qui, se superposant à ce long travail, sans lequel il n'aurait pas d'effet, provoquent la persuasion active chez les foules, c'est-à-dire font prendre forme à l'idée et la déchaînent avec toutes ses conséquences. Par ces facteurs immédiats surgissent les résolutions qui soulèvent brusquement les collectivités, par eux éclate une émeute ou se décide une grève, par eux des majorités énormes portent un homme au pouvoir ou renversent un gouvernement. Dans tous les grands événements de l'histoire, nous constatons l'action successive de ces deux ordres de facteurs. La Révolution française, pour ne prendre qu'un des plus frappants exemples, eut parmi ces facteurs lointains les écrits des philosophes, les exactions de la noblesse, les progrès de la pensée scientifique. L'âme des foules ainsi préparée fut soulevée ensuite aisément par des facteurs immédiats tels que les discours des orateurs et les résistances de la cour à propos des réformes insignifiantes. Parmi les facteurs lointains, il y en a de généraux qu'on retrouve au fond de toutes les croyances et opinions des foules. Ce sont la race, les traditions, le temps, les institutions, l'éducation. Nous allons étudier le rôle de ces différents facteurs. Premièrement, la race. Ce facteur, la race, doit être mis au premier rang, car à lui seul, il dépasse de beaucoup en importance tous les autres. Nous l'avons suffisamment étudié dans un autre ouvrage pour qu'il soit inutile d'y revenir encore. Nous avons fait voir dans un précédent volume ce qu'est une race historique et comment, lorsque ses caractères sont formés, elle possède, de par les lois de l'hérédité, une puissance telle que ses croyances, ses institutions, ses arts, en un mot, tous les éléments de sa civilisation ne sont que l'expression extérieure de son âme. Nous avons montré que la puissance de la race est telle qu'aucun élément ne peut passer d'un peuple à un autre sans subir les transformations les plus profondes. Le milieu, les circonstances, les événements représentent les suggestions sociales du moment. Ils peuvent avoir une influence considérable, mais cette influence est toujours momentanée si elle est au contraire aux suggestions de la race. Si elle est contraire aux suggestions de la race, c'est-à-dire de toute la série des ancêtres. Dans plusieurs chapitres de cet ouvrage, nous aurons encore occasion de revenir sur l'influence de la race et de montrer que cette influence est si grande qu'elle domine les caractères spéciaux à l'âme des foules, de là ce fait que les foules de divers pays présentent dans leurs croyances et leur conduite des différences très considérables et ne peuvent être influencées de la même façon. Deuxième point, les traditions. Les traditions représentent les idées, les besoins, les sentiments du passé. Elles sont la synthèse de la race et pèsent de tout leur poids sur nous. Les sciences biologiques ont été transformées depuis que l'embryologie a montré l'influence immense du passé dans l'évolution des êtres. Et les sciences historiques ne le seront pas moins quand cette notion sera plus répandue. Elle ne l'est pas suffisamment encore et bien des hommes d'État en sont restés aux idées des théoriciens du dernier siècle qui croyaient qu'une société peut rompre avec son passé et être refaite de toutes pièces en ne prenant pour guide que les lumières de la raison. Un peuple est un organisme créé par le passé et qui, comme tout organisme,
ne peut se modifier que par de lentes accumulations héréditaires. Ce qui conduit les hommes, surtout lorsqu'ils sont en foule, ce sont les traditions. Et comme je l'ai répété bien des fois, ils n'en changent facilement que les noms, les formes extérieures. Il n'est pas à regretter qu'il en soit ainsi. Sans tradition, il n'y a ni âme nationale, ni civilisation possible. Aussi, les deux grandes occupations de l'homme depuis qu'il existe ont-elles été de se créer un réseau de traditions, puis de tâcher de les détruire lorsque leurs effets bienfaisants se sont usés. Sans les traditions, pas de civilisation. Sans la lente élimination de ces traditions, pas de progrès. La difficulté est de trouver un juste équilibre entre la stabilité et la variabilité. Et cette difficulté est immense. Quand un peuple a laissé des coutumes se fixer trop solidement chez lui pendant beaucoup de générations, il ne peut plus changer et devient, comme la Chine, incapable de perfectionnement. Les révolutions violentes n'y peuvent rien, car il arrive alors que les fragments brisés de la chaîne se ressoudent et que le passé reprend sans changement son empire, ou que les fragments restent dispersés et alors à l'anarchie succède bientôt la décadence. Aussi, l'idéal pour un peuple est-il de garder les institutions du passé en ne les transformant qu'insensiblement et peu à peu. Cet idéal est difficilement accessible. Les Romains dans les temps anciens, les Anglais dans les temps modernes sont à peu près les seuls qui l'aient réalisé. Les conservateurs les plus tenaces des idées traditionnelles et qui s'opposent le plus obstinément à leur changement sont précisément les foules, et notamment les catégories de foules qui constituent les castes. J'ai déjà insisté sur l'esprit conservateur des foules et montré que les plus violentes révoltes n'aboutissent qu'à un changement de mots. À la fin du dernier siècle, devant les églises détruites, devant les prêtres expulsés ou guillotinés, devant la persécution universelle du culte catholique, on pouvait croire que les vieilles idées religieuses avaient perdu tout pouvoir, et cependant, quelques années s'étaient à peine écoulées que, devant les réclamations universelles, il fallut rétablir le culte aboli. Effacées un instant, les vieilles traditions avaient repris leur empire. Aucun exemple ne montre mieux la puissance des traditions sur l'âme des foules. Ce n'est pas dans les temples qu'habitent les idoles les plus redoutables, ni dans les palais les tyrans les plus despotiques. Ceux-ci peuvent être brisés en un instant. Mais les maîtres invisibles qui règnent dans nos âmes échappent à tout effort de révolte et ne cèdent qu'à la lente usure des siècles. Troisième point, le temps. Dans les problèmes sociaux, comme dans les problèmes biologiques, un des plus énergiques facteurs est le temps. Il est le seul vrai créateur et le seul grand destructeur. C'est lui qui a fait les montagnes avec les grains de sable et élevé jusqu'à la dignité humaine l'obscure cellule des temps géologiques. Il suffit pour transformer un phénomène quelconque de faire intervenir les siècles. On a dit avec raison qu'une fourmi qui aurait le temps devant elle pourrait niveler le Mont Blanc. Un être qui aurait le pouvoir magique de faire varier le temps à son gré aurait la puissance que les croyants attribuent à Dieu. Mais nous n'avons à nous occuper ici que de l'influence du temps dans la genèse des opinions des foules. À ce point de vue, son action est encore immense. Il tient sous sa dépendance les grandes forces, telles que la race, qui ne peuvent se former sans lui. Il faut naître, grandir, mourir, toutes les croyances, c'est par lui qu'elles acquièrent leur puissance, et par lui aussi qu'elles la perdent. C'est le temps surtout qui prépare les opinions et les croyances des foules, c'est-à-dire le terrain sur lequel elles germeront. Et c'est pourquoi certaines idées sont réalisables à une époque et ne le sont pas plus à une autre. C'est le temps qui accumule cet immense détritus de croyances, de pensées, sur lequel naissent les idées d'une époque. Elles ne germent pas au hasard et à l'aventure. Les racines de chacune d'elles plongent dans un long passé. Quand elles fleurissent, le temps avait préparé leur éclosion, et c'est toujours en arrière qu'il faut remonter pour en concevoir la genèse. Elles sont filles du passé et mères de l'avenir, esclaves du temps toujours. Le temps est donc notre véritable maître, et il suffit de le laisser agir pour voir toute chose se transformer. Aujourd'hui, nous nous inquiétons fort des aspirations menaçantes des foules, des destructions et des bouleversements qu'elles présagent.
Le temps se chargera à lui seul de rétablir l'équilibre. Aucun régime, écrit très justement M. Lavis, ne se fonda en un jour. Les organisations politiques et sociales sont des œuvres qui demandent des siècles. La féodalité exista informe et chaotique pendant des siècles avant de trouver ses règles. La monarchie absolue vécut pendant des siècles aussi avant de trouver des moyens réguliers de gouvernement. Et il eut de grands troubles dans ces périodes d'attente. Fin de citation. Point numéro 4. Les institutions politiques et sociales. L'idée que les institutions peuvent remédier aux défauts des sociétés, que le progrès des peuples est la conséquence du perfectionnement des constitutions et des gouvernements, et que les changements sociaux peuvent se faire à coups de décrets, cette idée, dis-je, est très généralement répandue encore. La Révolution française l'eut pour point de départ et les théories sociales actuelles y prennent leur point d'appui. Les expériences les plus continues n'ont pas réussi encore à ébranler sérieusement cette redoutable chimère. C'est en vain que philosophes et historiens ont essayé d'en prouver l'absurdité. Il ne leur a pas été difficile pourtant de montrer que les institutions sont filles des idées, des sentiments et des mœurs, et qu'on ne refait pas les idées, et qu'on ne refait pas les institutions. Et qu'on ne refait pas les idées, les sentiments et les mœurs en refaisant les codes. Un peuple ne choisit pas ses institutions à son gré, pas plus qu'il ne choisit la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Les institutions et les gouvernements sont le produit de la race. Loin d'être les créateurs d'une époque, ils sont ses créations. Les peuples ne sont pas gouvernés comme le voudrait leur caprice d'un moment, mais comme l'exige leur caractère. Il faut des siècles pour former un régime politique et des siècles pour le changer. Les institutions n'ont aucune vertu intrinsèque. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Celles qui sont bonnes à un moment donné pour un peuple donné peuvent être détestables pour un autre. Aussi n'est-il pas du tout dans le pouvoir d'un peuple de changer réellement ses institutions. Il peut assurément, au prix de révolutions violentes, changer le nom de ses institutions, mais le fond ne se modifie pas. Les noms ne sont que de vaines étiquettes dont l'historien qui va un peu au fond des choses n'a pas à se préoccuper. C'est ainsi par exemple que le plus démocratique des pays du monde est l'Angleterre, qui vit cependant sous un régime monarchique, alors que les pays où sévit le plus lourd despotisme sont les républiques hispano-américaines, malgré les constitutions républicaines qui les régissent. Le caractère des peuples et non les gouvernements conduit leur destinée. C'est un point de vue que j'ai essayé d'établir dans un précédent volume en m'appuyant sur de catégoriques exemples. C'est donc une tâche très puérile, un inutile exercice de rhéteur ignorant que de perdre son temps à fabriquer de toutes pièces des constitutions. La nécessité et le temps se chargent de les élaborer quand nous avons la sagesse de laisser agir ces deux facteurs. C'est ainsi que les anglo-saxons s'y sont pris, et c'est ce que nous dit leur grand historien Macaulay, dans un passage que devraient apprendre par cœur les politiciens de tous les pays latins. Après avoir montré tout le bien qu'ont pu faire des lois qui semblent, au point de vue de la raison pure, un chaos d'absurdités et de contradictions, il compare les douzaines de constitutions mortes dans les convulsions des peuples latins de l'Europe et de l'Amérique avec celles de l'Angleterre, et fait voir que cette dernière n'a été changée que très lentement, par partie, sous l'influence de nécessités immédiates et jamais de raisonnements spéculatifs. Nous citons: ne point s'inquiéter de la symétrie et s'inquiéter beaucoup de l'utilité. Notez jamais une anomalie uniquement parce qu'elle est une anomalie. Ne jamais innover si ce n'est lorsque quelque malaise se fait sentir, et alors innover juste assez pour se débarrasser du malaise. N'établir jamais une proposition plus large que le cas particulier auquel on remède. Telles sont les règles qui, depuis l'âge de Jean jusqu'à l'âge de Victoria, ont généralement guidé les délibérations de nos 250 parlements. Fin de citation. Il faudrait prendre une à une les lois, les institutions de chaque peuple pour montrer à quel point elles sont l'expression des besoins de leur race et ne sauraient pour cette raison être violemment transformées.
On peut disserter philosophiquement, par exemple, sur les avantages et les inconvénients de la centralisation. Mais quand nous voyons un peuple composé de races très diverses, consacrer 1000 ans d'efforts pour arriver progressivement à cette centralisation, quand nous constatons qu'une grande révolution ayant pour but de briser toutes les institutions du passé a été forcée non seulement de respecter cette centralisation, mais d'en exagérer encore, nous pouvons dire qu'elle est fille de nécessité impérieuse, une condition même d'existence, et plaindre la faible portée mentale des hommes politiques qui parlent de la détruire. S'ils pouvaient par hasard y réussir, l'heure de la réussite serait aussitôt le signal d'une effroyable guerre civile, qui ramènerait immédiatement d'ailleurs une nouvelle centralisation beaucoup plus lourde que l'ancienne. Concluons de ce qui précède que ce n'est pas dans les institutions qu'il faut chercher le moyen d'agir profondément sur l'âme des foules. Et quand nous voyons certains pays comme les États-Unis arriver à un haut degré de prospérité avec des institutions démocratiques, alors que nous en voyons d'autres telles que les républiques hispano-américaines vivre dans la plus triste anarchie malgré des institutions absolument semblables, disons-nous bien que ces institutions sont aussi étrangères à la grandeur des uns qu'à la décadence des autres. Les peuples sont gouvernés par leur caractère, et toutes les institutions qui ne sont pas intimement moulées sur ce caractère ne représentent qu'un vêtement d'emprunt, un déguisement transitoire. Certes, des guerres sanglantes, des révolutions violentes ont été faites et se feront encore pour imposer des institutions auxquelles est attribué, comme aux reliques des saints, le pouvoir surnaturel de créer le bonheur. On pourrait donc dire en un sens que les institutions agissent sur l'âme des foules puisqu'elles engendrent de pareils soulèvements. Mais en réalité, ce ne sont pas les institutions qui agissent alors, puisque nous savons que, triomphantes ou vaincues, elles ne possèdent par elles-mêmes aucune vertu. Ce qui a agi sur l'âme des foules, ce sont des illusions et des mots surtout, ces mots chimériques et puissants dont nous montrerons bientôt l'étonnant empire. 5e point, l'instruction et l'éducation. Au premier rang de ces idées dominantes d'une époque dont nous avons marqué ailleurs le petit nombre et la force, bien qu'elles soient parfois des illusions pures, se trouve aujourd'hui celle-ci, que l'instruction est capable de changer considérablement les hommes et a pour résultat certain de les améliorer et même de les rendre égaux. Par le fait seul de la répétition, cette assertion a fini par devenir un des dogmes les plus inébranlables de la démocratie. Il serait aussi difficile d'y toucher maintenant qu'il l'eût été jadis de toucher à ceux de l'Église. Mais sur ce point, comme sur bien d'autres, les idées démocratiques se sont trouvées en profond désaccord avec les données de la psychologie et de l'expérience. Plusieurs philosophes éminents, Herbert Spencer entre autres, n'ont pas eu de peine à montrer que l'instruction ne rend l'homme ni plus moral ni plus heureux, qu'elle ne change pas ses instincts et ses passions héréditaires, qu'elle est parfois, pour peu qu'elle soit mal dirigée, beaucoup plus pernicieuse qu'utile. Les statisticiens sont venus confirmer ces vues en nous disant que la criminalité augmente avec la généralisation de l'instruction, ou tout au moins d'une certaine instruction, que les pires ennemis de la société, les anarchistes, se recrutent souvent parmi les lauréats des écoles. Et dans un travail récent, un magistrat distingué, M. Adolphe Guillot, faisait remarquer qu'on compte maintenant 3000 criminels lettrés contre 1000 illettrés et que, en 50 ans, la criminalité est passée de 227 pour 400 000 habitants à 552, soit une augmentation de 133%. Il a noté également avec tous ses collègues que la criminalité augmente surtout chez les jeunes gens pour lesquels l'école gratuite et obligatoire a, comme on sait, remplacé le patronat. Ce n'est pas certes, et personne ne l'a jamais soutenu, que l'instruction bien dirigée ne puisse donner des résultats pratiques fort utiles, sinon pour élever la moralité, au moins pour développer les capacités professionnelles. Malheureusement, les peuples latins, surtout depuis 25 ans, ont basé leur système d'instruction sur des principes très erronés, et malgré les observations des esprits les plus éminents, ils persistent dans leurs lamentables erreurs.
j'ai moi-même dans divers ouvrages montré que notre éducation actuelle transforme en ennemis de la société la plupart de ceux qui l'ont reçue et recrute de nombreux disciples pour les pires formes du socialisme. Ce qui constitue le premier danger de cette éducation, très justement qualifiée de latine, c'est qu'elle repose sur cette erreur psychologique fondamentale que c'est en apprenant par cœur des manuels qu'on développe l'intelligence. Dès lors, on a tâché d'en apprendre le plus possible. Et de l'école primaire au doctorat ou à l'agrégation, le jeune homme ne fait qu'apprendre par cœur des livres, sans que son jugement et son initiative soient jamais exercés. L'instruction pour lui, c'est réciter et obéir. Apprendre des leçons, savoir par cœur une grammaire ou un abrégé, bien répéter, bien imiter, voilà, écrit un ancien ministre de l'instruction publique, M. Jules Simon, une plaisante éducation où tout effort est un acte de foi devant l'infaillibilité du maître et n'aboutit qu'à nous diminuer et nous rendre impuissants. Fin de citation. Si cette éducation n'était qu'inutile, on pourrait se borner à plaindre les malheureux enfants auxquels, au lieu de tant de choses nécessaires à apprendre à l'école primaire, on préfère enseigner la généalogie des fils de Clotaire, les luttes de la Neustrie et de l'Austrasie, ou des classifications zoologiques. Mais elle présente un danger beaucoup plus sérieux. Elle donne à celui qui l'a reçue un dégoût violent de la condition où il est né, et l'intense désir d'en sortir. L'ouvrier ne veut plus rester ouvrier, le paysan ne veut plus être paysan, et le dernier des bourgeois ne voit pour ses fils d'autres carrières possibles que les fonctions salariées par l'État. Au lieu de préparer des hommes pour la vie, l'école ne les prépare qu'à des fonctions publiques, où l'on peut réussir sans avoir à se diriger, ni à manifester aucune lueur d'initiative. Au bas de l'échelle, elle crée ces armées de prolétaires mécontents de leur sort et toujours prêtes à la révolte. En haut, notre bourgeoisie frivole, à la fois sceptique et crédule, ayant une confiance superstitieuse dans l'État-providence, que cependant, elle fronde sans cesse, s'en prenant toujours au gouvernement de ses propres fautes et incapable de ne rien entreprendre sans l'intervention de l'autorité. L'État qui fabrique à coups de manuels tous ses diplômés ne peut en utiliser qu'un petit nombre et laisse forcément sans emploi les autres. Il lui faut donc se résigner à nourrir les premiers et à avoir pour ennemis les seconds. De haut en bas de la pyramide sociale, du simple commis au professeur et au prophète, la masse immense des diplômés assiège aujourd'hui les carrières. Alors qu'un négociant ne peut que très difficilement trouver un agent pour aller le représenter dans les colonies, c'est par des milliers de candidats que les plus modestes places officielles sont le sollicitées. Le département de la Seine compte à lui seul 20 000 instituteurs et institutrices sans emploi et qui, méprisant les champs de l'atelier, s'adressent à l'État pour vivre. Le nombre des élus étant restreint, celui des mécontents est forcément immense. Ces derniers sont prêts pour toutes les révolutions, quels qu'en soient les chefs et quelque but qu'elles poursuivent. L'acquisition de connaissances dont on ne peut trouver l'emploi est un moyen sûr de faire de l'homme un révolté. Il est évidemment trop tard pour remonter un tel courant. Seule l'expérience, dernière éducatrice des peuples, se chargera de nous montrer notre erreur. Elle seule sera assez puissante pour prouver la nécessité de remplacer nos odieux manuels, nos pitoyables concours par une instruction professionnelle capable de ramener la jeunesse vers les champs, les ateliers, les entreprises coloniales qu'aujourd'hui elle cherche à tout prix à fuir. Cette instruction professionnelle que tous les esprits éclairés réclament maintenant fut celle qu'ont jadis reçue nos pères et que les peuples qui dominent aujourd'hui le monde par leur volonté, leur initiative, leur esprit d'entreprise ont su conserver. Dans des pages remarquables dont je reproduirai plus loin les parties les plus essentielles, un grand penseur, M. Taine, a montré nettement que notre éducation d'autrefois était à peu près ce qu'est l'éducation anglaise ou américaine d'aujourd'hui. Et dans un remarquable parallèle entre le système latin et le système anglo-saxon, il a fait voir clairement les conséquences des deux méthodes.
On consentirait peut-être à l'extrême rigueur à accepter encore tous les inconvénients de notre éducation classique, alors même qu'elle ne ferait que des déclassés, des mécontents, si l'acquisition superficielle de tant de connaissances, la récitation parfaite de tant de manuels élevait le niveau de l'intelligence. Mais l'élève-t-elle réellement? Non, hélas. C'est le jugement, l'expérience, l'initiative, le caractère qui sont les conditions de succès dans la vie. Et ce n'est pas là ce que donnent les livres. Les livres sont des dictionnaires utiles à consulter, mais dont il est parfaitement inutile d'avoir de longs fragments dans la tête. Comment l'instruction professionnelle peut-elle développer l'intelligence dans une mesure qui échappe tout à fait à l'instruction classique? C'est que M. Taine montre fort bien. C'est ce que M. Taine montre fort bien. Nous le citons. Les idées ne se forment que dans leur milieu naturel et normal. Ce qui fait végéter leurs germes, ce sont les innombrables impressions sensibles que le jeune homme reçoit tous les jours à l'atelier, dans la mine, au tribunal, à l'étude, sur le chantier, à l'hôpital, au spectacle des outils, des matériaux et des opérations, en présence des clients, des ouvriers, du travail, de l'ouvrage bien ou mal fait, dispendieux ou lucratif. Voilà les petites perceptions particulières des yeux, de l'oreille, des mains et même de l'odorat qui, involontairement, recueillis et sourdement élaborés, s'organisent en lui pour lui suggérer tôt ou tard telle combinaison nouvelle, simplification, économie, perfectionnement ou invention. De tous ces contacts précieux, de tous ces éléments assimilables et indispensables, le jeune Français est privé, et justement pendant l'âge fécond, 7 ou 8 années durant, il est séquestré dans une école, loin de l'expérience directe et personnelle qui lui saurait donner la notion exacte et vivre les choses, des hommes et des diverses façons de les manier. Nous citons. Au moins 9 sur 10 ont perdu leur temps et leur peine, plusieurs années de leur vie, et des années efficaces, importantes ou même décisives. Comptez d'abord la moitié ou les 2/3 de ceux qui se présentent à l'examen. Je veux dire les refusés. Ensuite, parmi les admis, gradués, brevetés et diplômés, encore la moitié ou les 2/3. Je veux dire les surmenés. On leur a demandé trop en exigeant que tel jour, sur une chaise ou devant un tableau, ils fussent 2 heures durant et pour un groupe de sciences, des répertoires vivants de toute la connaissance humaine. En effet, ils ont été cela, ou à peu près ce jour-là pendant 2 heures, mais un mois plus tard, ils ne le sont plus. Ils ne pourraient pas subir de nouveau l'examen. Leurs acquisitions trop nombreuses et trop lourdes glissent incessamment hors de l'esprit, et ils n'en font pas de nouvelles. Leur vigueur mentale a fléchi. La sève féconde est tarie. L'homme fait apparaître, et souvent c'est l'homme fini. Celui-ci rangé, marié, résigné à tourner en cercle et indéfiniment dans le même cercle, se cantonne dans son office restreint. Il le remplit correctement, rien au-delà. Tel est le rendement moyen. Certainement, la recette n'équilibre pas la dépense. En Angleterre et en Amérique, ou comme jadis avant 1789 en France, on emploie le procédé inverse. Le rendement obtenu est égal ou supérieur. Fin de citation. L'illustre historien nous montre ensuite la différence de notre système avec celui des anglo-saxons. Ces derniers ne possèdent pas nos innombrables écoles spéciales. Chez eux, l'enseignement n'est pas donné par le livre, mais par la chose elle-même. L'ingénieur, par exemple, se forme dans un atelier et jamais dans une école, ce qui permet à chacun d'arriver exactement au degré que comporte son intelligence. Ouvrier ou contremaître, s'il ne peut aller plus loin, ingénieur, si ses aptitudes l'y conduisent. C'est là un procédé autrement démocratique et autrement utile pour la société que de faire dépendre toute la carrière d'un individu d'un concours de quelques heures subi à 18 ou 20 ans. Nous citons. À l'hôpital, dans la mine, dans la manufacture, chez l'architecte, chez l'homme de loi, l'élève, admis très jeune, fait son apprentissage et son stage à peu près comme chez nous, un clerc dans son étude ou un rapin dans son atelier.
Au préalable et avant d'entrer, il a pu suivre quelques cours générales et sommaires, afin d'avoir un cadre tout prêt pour y loger les observations que tout à l'heure il va faire. Cependant, à sa portée, il y a le plus souvent quelques cours techniques qu'il pourra suivre à ses heures libres, afin de coordonner au fur et à mesure les expériences quotidiennes qu'il fait. Sous un pareil régime, la capacité pratique croît et se développe d'elle-même, juste au degré que comportent les facultés de l'élève, et dans la direction requise par sa besogne future, par l'œuvre spéciale à laquelle dès à présent il veut s'adapter. De cette façon, en Angleterre et aux États-Unis, le jeune homme parvient vite à tirer de lui-même tout ce qu'il contient. Dès 25 ans et bien plus tôt, si la substance et le fond ne lui manquent pas, il est non seulement un exécutant utile, mais encore un entrepreneur spontané. Non seulement un rouage, mais de plus un moteur. En France, où le procédé inverse a prévalu et à chaque génération devient plus chinois, le total des forces perdues est énorme. Fin de citation. Et le grand philosophe arrive à la conclusion suivante sur la disconvenance croissante de notre éducation latine et de la vie. Nous citons: aux 3 étages de l'instruction, pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, la préparation théorique et scolaire sur des bancs par des livres s'est prolongée et surchargée en vue de l'examen, du grade, du diplôme et du brevet. En vue de cela seulement, et par les pires moyens, par l'application d'un régime antinaturel et antisocial, par le retard excessif de l'apprentissage pratique, par l'internat, par l'entraînement artificiel et le remplissage mécanique, par le surmenage sans considération du temps qui suivra, de l'âge adulte et des offices virils que l'homme fait, exercera, abstraction faite du monde réel où tout à l'heure le jeune homme va tomber, de la société ambiante à laquelle il faut l'adapter ou le résigner d'avance, du conflit humain où pour se défendre et se tenir debout il doit être au préalable équipé, armé, exercé et endurci. Cet équipement indispensable, cette acquisition plus importante que toutes les autres, cette solidité du bon sens, de la volonté et des nerfs, nos écoles ne la lui procurent pas. Tout au rebours, bien loin de le qualifier, elle le disqualifie pour sa condition prochaine et définitive. Partant, son entrée dans le monde et ses premiers pas dans le champ de l'action pratique ne sont le plus souvent qu'une suite de chutes douloureuses. Il en reste meurtri et pour longtemps froissé, parfois estropié à demeure. C'est une rude et dangereuse épreuve. L'équilibre moral et mental s'y altère et court risque de ne pas se rétablir. La désillusion est venue, trop brusque et trop complète. Les déceptions ont été trop grandes et les déboires trop forts. Fin de citation. Nous sommes-nous éloignés, dans ce qui précède, de la psychologie des foules ? Non, certes. Si nous voulons comprendre les idées, les croyances qui germent aujourd'hui et qui écloront demain, il faut savoir comment le terrain a été préparé. L'enseignement donné à la jeunesse d'un pays permet de savoir ce que sera ce pays un jour. L'éducation donnée à la génération actuelle justifie les prévisions les plus sombres. C'est en partie avec l'instruction et l'éducation que s'améliore ou s'altère l'âme des foules. Il était donc nécessaire de montrer comment le système actuel l'a façonné et comment la masse des indifférents et des neutres est devenue progressivement une immense armée de mécontents prêts à obéir à toutes les suggestions des utopistes et des rhéteurs. C'est à l'école que se forment aujourd'hui les mécontents et les anarchistes, et que se préparent pour les peuples latins les heures prochaines de décadence.